19h, madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information. Tout de suite, les titres de ce lundi 31 janvier. Mali, la tension monte d'un cran entre Bamako et Paris. L'ambassadeur français sommé de quitter le pays dans les 72 heures. L'Union africaine suspend le Burkina Faso 5 jours après la décision de suspension de la CEDEAO. Et la guerre dépasse les frontières du Yémen. Les Houthis multiplient les attaques contre les Émirats arabes unis. Énergie, tous les voyants sont au vert pour le groupe pétrolier algérien. Sonatrach révèle son bilan pour l'exercice de 2021. La tension monte d'un cran entre Bamako et Paris. Les autorités de la transition malienne annoncent l'expulsion de l'ambassadeur de France au Mali sous 72 heures. Une décision qui marque un durcissement des relations entre les deux pays. Safouane Ben Sabri. La nouvelle est tombée comme un coup de couperé. L'ambassadeur français à Bamako est sommé de quitter le pays dans un délai de 72 heures. C'est ce qui a été annoncé dans un communiqué publié par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation à la date du 31 janvier. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus par le ministre des Affaires étrangères français et à la récurrence des propos similaires de la part des autorités françaises. Le Mali exige comme condition sine qua non le respect mutuel et l'effectivité du principe de non-ingérence, conformément aux aspirations du peuple malien. Ça fait 2 ans, un certain temps que les autorités de la transition font l'objet d'insultes, d'écarts de langage, de mépris par les autorités françaises, à commencer par le président Emmanuel Macron. Ces derniers temps, différentes personnalités politiques françaises se sont étalées en déclarations hostiles aux autorités de transition maliennes. Emmanuel Macron avait apporté son soutien aux sanctions de la CEDEAO envers le Mali, des sanctions qui avaient provoqué la colère du peuple malien qui est sorti en masse pour dénoncer ces mesures. Abdoulaye Diop, lui, déclare que la colère de Paris est due au fait que les intérêts de la France dans le pays ont été touchés. La France semble perdre sa place d'acteur majeur au Mali alors que sa présence dans le pays devient intenable, selon le chef de la diplomatie française. Dans le dossier Burkina Faso, le Conseil de paix et de sécurité, l'organe en charge d'exécuter les décisions de l'Union africaine, a annoncé ce lundi la suspension du Burkina Faso à toutes les activités de l'Union africaine jusqu'à rétablissement effectif de l'ordre constitutionnel dans le pays. Les détails avec Tinhinan Makassi. Le Burkina Faso, à son tour, suspendu de toutes les activités de l'Union africaine. Une suspension en vigueur jusqu'à ce que l'ordre constitutionnel soit restauré dans le pays, a indiqué le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine dans un communiqué rendu public en ce lundi. Une semaine après le coup d'État mené par les militaires regroupés dans le cadre du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration contre Roch-Marc Kaboré, l'organe exécutif de l'Union africaine en charge des conflits et questions sécuritaires au sein de l'organisation continentale a tranché. Pour rappel, vendredi dernier, le Burkina Faso s'est fait bannir des instances de la CEDEAO pour la même raison. À noter que le Burkina Faso s'aligne aux côtés de ses voisins, le Mali et la Guinée, traversant une période de transition politique majeure, mais aussi une situation sécuritaire des plus précaires, faisant face notamment au terrorisme. C'est d'ailleurs la question sécuritaire qui a conduit la population du pays de la Haute-Volta à contester fortement le pouvoir de Jean-Marc Kaboré, qui a dû démissionner suite au coup de force des militaires. Et la réaction de la population burkinabé n'a pas tardé. Elle condamne fermement ces nouvelles sanctions. On écoute à ce propos Hervé Ouattara, président d'honneur du mouvement CAR. Il faut dire que depuis la prise de pouvoir par la junte militaire, une délégation de la CEDEAO est arrivée sur le sol burkinabé pour échanger avec la junte en place. Donc de ces échanges, rien n'a filtré, nous n'avons pas la teneur de ce qui s'est dit entre eux, mais ce que nous savons,
ces échanges portaient en grande partie sur la façon dont la transition allait se dérouler et puis comment la gente elle-même elle voyait la situation sociopolitique burkinabé et comment elle comptait gérer. Je pense que de ce qui nous est revenu, la gente a pu quand même expliquer à la CEDEAO et le désespoir du peuple burkinabé face au terrorisme et face à la mauvaise gouvernance et qu'ils étaient au pouvoir aujourd'hui pour essayer de voir comment développer de nouvelles stratégies, changer de paradigme. Et la CEDEAO dépêche ce lundi une mission ministérielle à Ouagadougou afin de préparer le prochain sommet de l'organisation sous-régionale prévu jeudi à Accra. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères conduit cette délégation ministérielle pour cette mission conjointe menée avec le représentant spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Leila Gertal. La CEDEAO a dépêché une mission ministérielle au Burkina Faso après celle envoyée la veille des chefs d'état-major des armées une semaine après le coup de force qui a renversé le président Roch Kaboré. La mission doit préparer le prochain sommet de la CEDEAO prévu à Accra au Ghana le 3 février. La mission sera menée conjointement par la ministre des Affaires étrangères ghanéenne et le représentant des Nations Unies en Afrique et au Sahel. La mission aura pour objectif premier d'évaluer la situation politique après l'évaluation de la situation sécuritaire faite par les chefs d'état-major. Les ministres viendront aussi à rappeler les dernières résolutions prises par leur instance et insister sur la libération de Roch Kaboré. Des précisions seront exigées également sur le programme des chefs militaires au pouvoir avant de remettre leur compte rendu le 3 février à Accra. Et toujours dans le cadre de cette visite de la délégation de la CEDEAO au Burkina Faso, je vous propose d'écouter le point de vue une nouvelle fois du président d'honneur du mouvement CAR, Hervé Ouattara. Alors, donc, c'est un peu cette situation que nous vivons aujourd'hui au Burkina. Et il y a des organisations d'ailleurs de la société civile qui appellent à manifester contre certains leaders de l'espace CEDEAO, tels qu'Alassane Dramane Ouattara. C'était lors de la conférence, par exemple, de mouvement populaire Sauvons le Burkina, qui disait que si Alassane venait au Burkina Faso, il fallait le huer. Alors, c'est montrer à quel point les peuples aujourd'hui ne sont pas prêts pour cette CEDEAO-là, à moins qu'elle soit réformée pour s'adapter au contexte des pays africains. Et c'est la même chose, c'est la même chose que la sanction que nous venons d'apprendre de l'Union africaine, qui est aussi des sanctions de principe. Mais il faut dire que le peuple burkinabé est prêt, il est engagé derrière la junte militaire et pour des réformes profondes. Il est engagé derrière cette junte militaire-là pour le changement de paradigme dans la lutte contre l'insécurité au Burkina Faso et dans la refondation. On reste au Burkina Faso où 3 policiers ont été tués dans une attaque sur un site minier. Les policiers effectuaient une mission de sécurisation d'un site aurifère dans le centre-est du pays. Le syndicat de police a invité les nouvelles autorités à faire du calibrage des instruments de combat en fonction des positions, une réalité. Et puis cette information sécuritaire, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené de nouvelles attaques contre les retranchements des soldats de l'occupant marocain dans le secteur de Mehbes selon le ministère de la Défense sahraoui. Et par ailleurs, le Maroc préserve aveuglement dans sa fuite en avant et son aventurisme. Il alimente dangereusement l'escalade de la tension dans la région, a déploré l'envoyé spécial du Sahara occidental et des pays du Maghreb au ministère algérien des Affaires étrangères. Ammar Bellani avertit et appelle l'ONU à se pencher sur la gravité de la situation. Il affirme que Rabat opère à des exactions conduisant à des actes de guerre à l'est du mur de sable. Sommet arabe, Alger met les bouchées doubles pour son organisation. Un sommet sous le sceau de la réunification des rangs arabes. L'Algérie s'attelle à réunir les conditions favorables pour assurer le succès de l'événement prévu à Alger. Une mission difficile, mais pas impossible. Souad Ben Batouche.
Déterminé à organiser un sommet rassembleur et insuffler un nouvel élan au mécanisme à l'action arabe commune, le chef de la diplomatie algérienne n'a pas lâché son bâton de pèlerin depuis des mois. Présent à Koweït City à une réunion de concertation, Ramtan Lamamra a informé hier ses homologues arabes sur les préparatifs en cours du sommet d'Alger. Il a surtout mis en exergue le grand intérêt accordé par le président algérien Abdelmajid Tebboune à cet événement prévu sous le signe de l'unité. Alger mettra le paquet pour réunir les conditions idoines à même de réussir l'événement. Les concertations et rencontres se poursuivront jusqu'à l'aboutissement à un consensus avec les pays membres de la Ligue arabe, notamment sur l'ordre du jour. Depuis des mois, la diplomatie algérienne s'est déployée dans ce sens, resserrer les rangs arabes mais aussi palestiniens. Alger s'incombe cette mission. Ses fruits devraient être palpables lors du sommet d'Alger. Sa date sera fixée par le président algérien Abdelmajid Tebboune et annoncée lors de la réunion ministérielle de la Ligue arabe, prévue en mars prochain au Caire. Et à l'issue de la réunion arabe au Koweït, les chefs de la diplomatie koweïti et algérienne ont animé une conférence de presse conjointe. Ramtan Lamamra a notamment évoqué le rôle de l'Algérie pour remettre sur rail l'Union palestinienne. Je vous propose de l'écouter. Nos efforts vont dans le sens de l'union de toutes les forces palestiniennes. Notre objectif est que la délégation palestinienne lors du sommet d'Alger puisse parler au nom de toutes les factions. Car pour nous, réunifier les rangs palestiniens signifie renforcer les liens arabes et porter haut la voix du monde arabe. L'Algérie a toujours œuvré pour la réunification des rangs palestiniens. Son long parcours et son expérience ne peuvent que servir la cause palestinienne. Ce lundi, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été reçu par le prince héritier du Koweït, Mash'al Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sobah, à qui il a remis un message du président algérien Abdelmajid Tebboune. Nous vous le disions en titre, une nouvelle attaque balistique a ciblé les Émirats arabes unis où les autorités ont annoncé hier avoir mis en échec un missile. Le porte-parole des Houthis a annoncé pour sa part que plusieurs cibles sensibles ont été visées à Abu Dhabi et à Dubaï. La guerre au Yémen menace de s'intensifier au détriment de la stabilité régionale. Sofiane Barouti. La guerre au Yémen n'en finit pas. Le porte-parole de Ansarallah, le général Sari', a déclaré qu'une large offensive sous le nom d'Ouragan du Yémen 3 a été lancée contre les Émirats arabes unis. Plusieurs missiles balistiques d'Ul-Fiqar et Sammad auraient pris pour cible des sites sensibles à Abu Dhabi et à Dubaï. Les autorités émiraties ont annoncé que les ogives ont été interceptées par le système de défense antiaérien. En réaction, la coalition menée par l'Arabie saoudite a indiqué avoir détruit une plateforme de lancement de missiles balistiques dans la région d'El Djouf, dans le nord du Yémen. Cette nouvelle offensive survient dans un timing particulier. Le président de l'entité sioniste est en ce moment en visite aux Émirats, où il a été reçu par les plus hautes autorités du pays. Dans ce sillage, des médias sionistes ont indiqué qu'il n'y avait pas de risque particulier lié à l'attaque. Abu Dhabi avait d'ailleurs demandé le soutien de Tel Aviv pour renforcer son système de sécurité et de défense, particulièrement ébranlé dernièrement par les attaques contre les sites énergétiques d'Adnoc et l'aéroport international d'Abu Dhabi, ou encore après le ciblage de la base américaine de Dafra, dans la capitale, où les soldats ont dû se réfugier dans des bunkers pendant l'attaque. Pour sa part, la coalition multiplie les raids dans plusieurs zones, notamment à El Djouf et dans la capitale Sanaa, ou encore El Houdaïda, sur les bords de la mer Rouge. Les combats font aussi rage autour du contrôle des villes clés de Cheboua et de Ma'rib, où les fronts s'embrasent. La guerre au Yémen entre dans un nouveau cycle, qui menace la région du Golfe arabo-persique et bien au-delà. La situation humanitaire dans ce grand pays arabe est décrite comme la plus grande crise contemporaine et les appels à l'apaisement se multiplient. Dans l'attente d'une médiation qui pourrait faire revenir la paix dans ce pays sous blocus qui vit quotidiennement sous haute tension.
Dans le chapitre santé, à présent, la baisse des contaminations se poursuit. En Algérie, 1343 nouveaux cas positifs au Covid détectés durant les dernières 24 heures, 710 guérisons et 13 décès selon le bilan du ministère de la Santé. Et en Algérie, toujours, et ce chiffre, 93%, c'est le taux des nouvelles contaminations au variant Omicron dans le pays. L'Institut Pasteur déclare qu'une nouvelle mutation est désormais détectée en Algérie, le BA2 sous-variant d'Omicron. Les détails avec Neila Hamouda. Il est cadet d'Omicron. Le sous-variant BA2 fait son apparition en Algérie. Virulent, contagieux et résistant au vaccin, cette nouvelle souche a évolué à partir de la lignée d'Omicron BA1. L'Algérie a récemment enregistré plusieurs cas de BA2. Les personnes qui ont été infectées par Omicron risquent de contracter le BA2. L'immunité acquise contre Omicron n'est pas suffisante contre ce sous-variant et cela ne veut pas dire qu'il est plus dangereux. Mais il se propage rapidement par rapport à l'Omicron. L'OMS n'a pas encore classifié le niveau de dangerosité du nouveau sous-variant BA2. Toutefois, Fawzi Derrar, le directeur général de l'Institut Pasteur d'Algérie, estime que la propagation du sous-variant BA2 ne suscite pas d'inquiétude. Il appelle cependant à la prudence et à la vigilance. Mais que sait-on réellement de ce petit frère d'Omicron ? Déjà devenu majoritaire au Danemark et au Royaume-Uni, le sous-variant BA2 a aussi été détecté dans une partie bien précise du Proche-Orient, à Singapour, en Chine et même en Inde. Il serait aujourd'hui présent dans plus d'une quarantaine de pays à travers le monde, où il représente désormais plus de 66% des souches de SARS-CoV-2. Aussi surnommé Omicron furtif, en raison de sa forme plus difficile à détecter au PCR. La souche BA2 échappe à la stratégie SGTF qui permet de détecter le variant dans le test PCR. Cette impossibilité de le repérer serait due à la différence qu'il porte face à la variété standard d'Omicron. La récente émergence de BA2 offre pour l'instant très peu de données. Les scientifiques ne semblent pas pour autant alarmistes. La prudence est de mise car le variant BA2 pourrait s'étendre à la 5e vague de contamination, qui serait difficile à endiguer. En Europe, les manifestations anti-pass vaccinal se multiplient. Direction Bruxelles, en Belgique, où quelques 1600 personnes ont défilé hier dans une marche pour la liberté pour protester une nouvelle fois contre les restrictions sanitaires. Les organisateurs de ce rassemblement ont adressé une pétition au Parlement et ont demandé la démission du gouvernement. Elle a dû accoucher en Afghanistan, faute de pouvoir rentrer dans son pays pour cause de Covid. C'est l'histoire d'une journaliste néo-zélandaise, Charlotte Bellis. Malgré de nombreuses démarches pour rentrer chez elle en Nouvelle-Zélande, aucune dérogation ne lui a été accordée. Le pays limite drastiquement le nombre d'entrées sur le territoire durant cette crise du Covid. Au Portugal, le Premier ministre socialiste António Costa a nettement remporté les élections législatives ce dimanche 30 janvier. Le Parti socialiste dispose de la majorité absolue avec 117 députés à l'issue d'un scrutin marqué aussi par une percée de l'extrême droite. Le point avec Sohila Kilal. Le Parti socialiste du Premier ministre portugais António Costa est arrivé en tête des élections législatives anticipées avec 41,68% des voix et dispose désormais de la majorité absolue avec 117 députés sur un total de 230. Abandonné en octobre dernier par ses alliés d'extrême gauche et les communistes après un désaccord autour du projet de budget, ce qui a provoqué la convocation de ces législatives, António Costa a pris sa revanche ce dimanche. Quant au principal parti d'opposition, le Parti social-démocrate de Rui Rio, ancien maire de Porto, il est arrivé en deuxième position avec 27,80% des voix, obtenant 71 sièges au Parlement.
La surprise vient de l'extrême droite. Le parti Chega devient la troisième force politique du pays avec 12 députés. Ces partis devancent les deux formations de la gauche radicale, le bloc de gauche et la coalition communiste vert, sévèrement sanctionnés après avoir provoqué ce scrutin en rejetant le projet de budget 2022. Antonio Costa sera bientôt amené à fonder un nouveau gouvernement avec lequel il fera approuver son projet de budget pour cette année et pourra ainsi mener ses réformes basées sur l'investissement et l'amélioration des revenus des Portugais. Pour cela, il dispose de 16 milliards d'euros émanant du plan de relance économique européen qui pourront être injectés dans les secteurs porteurs. Antonio Costa devra cependant compter avec les mécontents de plus en plus nombreux. En Allemagne, un mort et 2 blessés dans une tempête au nord et à l'est du pays. Ce week-end, les services météorologiques ont averti hier que des vents violents étaient encore attendus dans ces régions ainsi que dans le sud de l'Allemagne. Hambourg était également frappé par ces intempéries et le célèbre marché aux poissons sur les quais de l'Elbe a été inondé. Retour en Algérie pour parler énergie. Le groupe pétrolier gazier algérien Sonatrach dévoile ses performances durant l'année 2021, des résultats qui témoignent de la santé économique de la compagnie après une année 2020 plutôt difficile. Retour sur ce bilan avec Kherdin Potash. Une année prolifique pour la compagnie algérienne des hydrocarbures Sonatrach qui publie ses principales réalisations, tous segments confondus, pour l'année 2021. La production des hydrocarbures a progressé de 5%. Elle a atteint 185,2 millions de tonnes équivalent pétrole, contre 175,9 millions de tonnes en 2020. Les exportations de Sonatrach ont bondi de 18%, ce qui équivaut à un volume global de 95 millions de tonnes équivalent pétrole commercialisées à l'export, contre 80,7 millions de tonnes à fin 2020. La production de gaz naturel liquéfié a quant à elle connu une hausse de 14%, avec 26,3 millions de mètres cubes produits contre 23,1 millions de tonnes en 2020. La tendance haussière s'étend également au taux de couverture des besoins domestiques, en hausse de 9%, avec 64 millions de tonnes d'équivalent pétrole produits durant l'année écoulée. D'autre part, les importations de carburant ont connu un net recul atteignant les 70%, avec 255 000 tonnes achetées sur des marchés tiers contre 859 000 tonnes en 2020. Cerise sur le gâteau, les importations d'essence et de gasoil ont été réduites à néant. À noter que le niveau de production des unités de raffinage est resté relativement stable, avec 27,9 millions de tonnes contre 27,8 millions de tonnes en 2020. Renforcé par un bilan amplement positif et une nouvelle vision stratégique, Sonatrach veut tout de même aller de l'avant. Le PDG Toufik Akar a récemment annoncé un ambitieux plan d'investissement de 40 millions de dollars entre 2020 et 2026. Énergie, toujours, et cette réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés OPEP+, prévue mercredi pour discuter d'une nouvelle hausse de la production de pétrole au moment où les prix sont au plus haut niveau depuis 7 ans. Mohamed Ali Ben Chaben. En janvier 2022, les cours du baril de Brent de la mer du Nord ont dépassé la barre symbolique des $90. Une première depuis octobre 2014. Le baril de West Texas Intermediate a atteint lui aussi des sommets pluriannuels. Le consortium de l'OPEP+ se réunit ce mercredi par visioconférence pour discuter d'une nouvelle hausse de la production de pétrole au milieu d'un paysage géopolitique dense. Comme chaque début de mois depuis l'éclosion de la pandémie de Covid-19, l'OPEP et ses alliés vont faire d'éventuels ajustements sur le plan de la production et le mécanisme d'ajustement de la production mensuelle. De nombreuses analystes s'attendent pour le mois de mars prochain à une nouvelle augmentation du volume total de production de 400 000 barils par jour. Il s'agirait ainsi de la continuité de la stratégie de réouverture prudente des vannes amorcée en mai 2021 par l'OPEP+, dans un contexte de reprise après des coups drastiques pour surmonter le choc de la pandémie. Oubliez les craintes suscitées fin 2021 par le variant Omicron, le marché se focalise désormais sur les fortes tensions géopolitiques qui impliquent des mastodontes de la production et de l'exportation d'or noir. La Russie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis font planer des menaces pour l'approvisionnement.
Restons en Algérie où le développement des transports aériens et maritimes fait l'objet d'un engouement particulier depuis quelques mois relativement faible. L'environnement concurrentiel devrait connaître une activité plus dense car le secteur s'ouvre désormais à l'investissement privé. Les détails avec Khaled Moutaj. Longtemps apanage du secteur public, le transport aérien et maritime est en pleine ébullition en Algérie. Il s'apprête à connaître un saut qualitatif et quantitatif en ouvrant ses portes à l'investissement. En effet, l'accélération de l'ouverture de l'investissement dans les secteurs des transports maritimes et aériens et sa généralisation au secteur privé figurent bien parmi les dossiers économiques prioritaires du gouvernement, tel que rappelé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Une instruction claire qui s'étend également au développement des ports algériens, qui constituent les premières brèches vers le continent africain, et ne demande qu'à être traduite sur le terrain des réalités, à travers des partenariats gagnants-gagnants et des projets d'investissement à valeur ajoutée. Particulièrement pour ce qui est de la logistique portuaire et surtout la logistique également de toutes les activités qui gravitent un peu autour des activités portuaires, notamment la réparation et puis la construction navale. Moi je pense qu'aujourd'hui, à travers les membres de la délégation, nous avons tout un artifice de responsables économiques qui aujourd'hui sont là pour démontrer et prouver que nous sommes obligés de rechercher des partenariats pour développer un peu nos objectifs. En novembre dernier, le ministère des Transports a donné son accord de principe pour 16 projets soumis par des opérateurs privés dans le domaine des transports aériens et maritimes. Cette semaine, c'est la compagnie low cost Westaf qui a annoncé la naissance de sa filiale algérienne, SPA Westaf Algéria, suite à son inscription au registre de commerce. Selon le cofondateur de la compagnie, Shakib Ziani Shrif, la compagnie prévoit d'entrer en exploitation au bout de quelques mois. À noter que la relance des segments des transports aériens et maritimes obéit notamment à des impératifs structurels. Un plan d'action des transports pour la période 2020-2024 a été mis en place dans ce sens. Il prévoit entre autres la création d'une agence nationale de l'aviation civile, la réforme du transport maritime de marchandises et des ports, ou encore certaines mesures inhérentes aux besoins de la transition numérique. Retour en Europe pour parler de la crise russo-ukrainienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU à New York s'est réuni cet après-midi sur demande des États-Unis avec pour objectif de maintenir la pression sur la Russie et l'introduction de nouvelles sanctions. Sur le terrain, la tension reste tendue, notamment après la décision occidentale de déployer des forces militaires à l'est de l'Europe. Amitota. Un rendez-vous onusien autour de la crise ukrainienne, le premier depuis le début de l'escalade au mois de décembre passé. Sur demande de Washington, les Occidentaux tentent de faire une pression de plus sur la Russie. Beaucoup d'observateurs misent peu sur les conclusions de cette réunion. Néanmoins, elle reste synonyme d'efforts diplomatiques pour atténuer la crise. À l'image du prochain déplacement à Kiev du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son homologue allemande Annalena Baerbock. Les autorités ukrainiennes ont demandé à la partie occidentale de rester vigilants dans les pourparlers avec Moscou, tout en appelant à ne pas semer la panique quant à une éventuelle invasion. De son côté, la Grande-Bretagne n'a pas hésité à brandir la carte des sanctions à l'encontre des intérêts russes, en multipliant les annonces pour tenter d'accroître la pression sur le Kremlin. La Russie, qui insiste sur des garanties sécuritaires de la part des Occidentaux, a déclaré à plusieurs reprises ne pas avoir de projet d'une opération militaire en Ukraine. Des garanties pas très rassurantes côté occidental, puisque Washington et ses alliés continuent à se renforcer militairement à l'est du continent européen. Sport, football, Cannes 2021, les quarts de finale ont livré leur verdict après le Cameroun et le Burkina Faso la veille. L'Égypte et le Sénégal ont glané leur ticket pour le dernier carré hier dimanche.
Première demi-finale, le Sénégal face au Burkina Faso. Le match est prévu pour mercredi 2 février à partir de 20h. Deuxième demi-finale, les deux plus beaux palmarès de la CAN en face à face. Le pays hôte le Cameroun n'aura pas la tâche facile face à l'Égypte, cette fois championne d'Afrique. Début du match prévu le jeudi 3 février à partir de 20h. Direction Douala au Cameroun pour retrouver notre journaliste envoyé spécial Faisal Salah, non pas pour parler de la CAN, mais des matchs barrages qualificatifs pour le prochain mondial au Qatar, d'un match bien particulièrement, vous l'aurez sans doute compris, celui de l'Algérie face au Cameroun. Bonsoir Faisal. Bonsoir Riyad, bonsoir tous les téléspectateurs de Al24 News. Je suis à Yaoundé, la capitale camerounaise, là où la finale va se jouer à Olembe. En parlant du match barrage l'Algérie-Cameroun, le match très attendu par les Algériens. On peut dire que les Algériens vont avoir une bonne nouvelle aujourd'hui vu que le lieu et la date sont connus pour le match barrage. Le 23 mars, l'Algérie jouera contre le Cameroun ici à Yaoundé au stade d'Olembe. Le match retour aura lieu le 29 mars à Mustapha Tchaker de Blida. Un match très important entre les Fennecs et les Lions Indomptables. Un match qui va, c'est une double confrontation qui va nous livrer et nous dire qui sera à la Coupe du Monde prochaine 2022 au Qatar. Un match très disputé. Il faut rappeler que l'Algérie n'a jamais battu le Cameroun en match officiel. Donc c'est une rencontre très difficile pour les protégés de Djemal Belmadi. Le Cameroun prépare bien, on va dire, ce match barrage. Je suis là à Yaoundé. J'ai vu à plusieurs reprises l'entraîneur du Cameroun, le Portugais Tony Conceição, qui m'a parlé beaucoup plus de la Coupe d'Afrique que de la Coupe du Monde. Il m'a dit dans le match de la Gambie qu'il est focus sur la Coupe d'Afrique des Nations. C'est important pour lui d'aller à la Coupe du Monde, mais la venue principale de Tony Conceição au Cameroun, c'était pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations et ne pas aller à la Coupe du Monde. Sauf que bien évidemment que les Lions ne vont pas s'arrêter à la Coupe d'Afrique des Nations, un match très important. Djemal Belmadi et ses protégés vont revoir peut-être ce qui s'est passé ici au Cameroun après l'élimination dans la phase de groupe. Je pense que l'Algérie va avoir quelques changements avant de rencontrer le Cameroun ici à Yaoundé. On peut dire que le climat est clément ici à Yaoundé par rapport à Douala. Donc je pense qu'il y aura 50% de chances pour l'Algérie et 50% pour le Cameroun. Un match très disputé entre deux nations, de grandes nations de football. Et bon courage pour les Fennecs, bon courage pour les Algériens. Bien, merci beaucoup Faisal Salah pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Yaoundé au Cameroun pour suivre la CAN 2021. Nous essaierons de vous joindre demain pour avoir de plus amples informations. Merci beaucoup Faisal. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo présentée par Amel Hamzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain, 13h.